Je m'appelle Emmanuel Druon et je travaille chez Pocheco, qui est une entreprise qui fabrique des enveloppes en papier depuis 1928. Et je travaille avec une équipe de 75 collègues dans une petite usine qui, elle, date de 1848 et qui est dans un village du nord de la France. Alors l'histoire de l'entreprise, c'est une longue histoire de savoir-faire transmis de génération en génération pour fabriquer des enveloppes en papier qui sont destinées en fait à être utilisées par des grandes administrations, des banques, des compagnies d'assurance qui adressent tous les jours des factures, des relevés de compte, des relevés de situation à leurs millions de clients. Tout l'enjeu depuis 1928, c'est de fabriquer des enveloppes. Tout l'enjeu depuis 30 ans, c'est de le faire sans toxiques, sans détruire et en contribuant très directement à la préservation de la santé humaine et du milieu naturel. Ça veut dire qu'on a, à Pocheco, choisi de renverser la donne conventionnelle de l'économie conventionnelle en se disant qu'on se mettait comme objectif de remettre l'économie au service de l'écologie. On l'a fait évidemment par militantisme, par engagement, par conviction, mais aussi avec des raisons de le faire, qui sont qu'on lit les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, et ce depuis qu'ils existent. Moi, je me souviens d'avoir lu les premières synthèses des rapports du GIEC aux alentours de 1988. Alors au début, je faisais ça tout seul et complètement impuissant face à ce que je lisais. Complètement catastrophé, évidemment. La chance que j'ai eue dans la vie, c'est que j'ai pu orienter mes activités professionnelles vers une entreprise, en l'occurrence Pocheco, où je travaille depuis 30 ans, et où là, j'ai pu mettre à l'œuvre ce que j'avais compris des rapports scientifiques, que j'ai transformé en feuilles de route pour modifier les comportements dans l'usine de nos méthodes industrielles, de façon à dire, bon ben, je sais que je ne changerai pas le monde à moi tout seul, ni avec ma belle équipe, mais on doit pouvoir déjà, comme aurait dit Pierre Rabhi, faire le premier pas, un petit pas, et qu'en multipliant ces occasions-là, on allait pouvoir démontrer qu'il est possible d'entreprendre sans détruire. Au passage, entreprendre sans détruire, c'est la proposition inverse du théorème principal, enfin de la théorie principale du capitalisme néolibéral contemporain, qui dure depuis, qui se développe depuis une cinquantaine d'années, qui est celle basée sur Schumpeter, la destruction créatrice. Toute l'économie contemporaine est construite sur cette idée de la destruction créatrice. Alors, je ne veux pas caricaturer, Schumpeter est un penseur complexe, et je ne veux pas caricaturer sa pensée, mais quand même, on est dans l'idée de la destruction, et que ça serait créateur. Alors, c'est gentil, il y a des tas de gens qui vont vous expliquer que c'est formidable, parce qu'on invente tellement mieux après. Moi, je dis pas sûr. Tout ça est complètement dépendant d'une forme d'éthique qui n'est pas celle que j'observe. L'éthique des affaires, c'est de prendre des parts de marché, c'est d'être plus performant tous les jours. Et moi, je n'observe pas que cette éthique favorise l'amélioration d'une génération d'industrie à l'autre. J'observe qu'on a de plus en plus de perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Je ne suis pas tout seul à l'observer, ce sont les scientifiques qui l'observent. Dans l'air, sur Terre, dans les eaux de surface et souterraines. Il n'y a pas même de zones de fosses marines ou de sommets himalayens sur lesquels on ne retrouve pas les microplastiques. Donc les perturbateurs endocriniens qui en découlent et qui créent cette espèce d'épidémie gigantesque et mondiale de cancer, entre autres. Donc je n'observe pas que la destruction créatrice prônée par Schumpeter et suivie par l'ensemble du capitalisme mondial
depuis une cinquantaine d'années, aboutissent à une amélioration. La destruction créatrice, c'est d'abord de la destruction. Donc moi, évidemment, à mon échelle, je suis rien, et je le sais. Je veux dire, mais bon, il y a un personnage dans Shakespeare qui s'appelle Laërte, c'est dans le Hamlet, qui à un moment, enfin j'ai trouvé ça dans une traduction de 1965, je ne l'ai pas vu dans les autres traductions, mais j'ai vu dans cette traduction-là, et il dit « Je ne suis rien, mais avec ce rien, je bousculerai le monde entier ». Et dans le fond, je pense que c'est notre situation humaine. C'est-à-dire, en fait, cette phrase, moi, elle m'aide à agir tous les jours, en sachant que ça n'aura d'effet que très limité, mais que probablement, si ça fonctionne, si on peut démontrer que ça marche, de remettre l'économie au service de l'écologie et non plus le contraire, si on arrive à démontrer que ça marche par des chiffres, dans les faits, si mes collègues ici semblent en meilleure santé, plus heureux, mieux dans leur rapport au travail que ce qu'on voit ailleurs, et que des gens viennent voir ça, alors petit à petit, peut-être que d'autres vont s'en inspirer, et du coup, on va commencer à créer quelque chose qui va pouvoir peut-être avoir un peu de surface. Et le fait de vous recevoir aujourd'hui, que vous vous intéressiez à Pocheco, à son équipe, au travail qu'on fait ici, est un signe qu'on ne s'est pas trompé, à condition qu'on ne vous trompe pas non plus. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir constater, voir, vérifier, recouper, valider, ce n'est pas des belles phrases, pas des beaux discours, ou pas uniquement. Il faut aussi une capacité à exprimer la pensée. Mais enfin, il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Et l'enjeu pour l'entreprise en général, c'est un enjeu de croissance. Pour nous, c'est l'enjeu de l'entreprise, pour nous, ce n'est pas un enjeu de croissance, définitivement pas, ni de performance d'ailleurs. C'est un enjeu pour nous de robustesse. Je vais m'expliquer là-dessus avec deux éléments. Premier élément, la robustesse, parce que notre métier principal est en fait, depuis 30 ans, menacé d'effondrement et de disparition définitive par l'industrie du numérique. Alors l'industrie du numérique, bon, ça serait très long, mais en gros, on peut dire incontestablement le numérique rend des services, mais incontestablement au prix. Enfin, à quel prix il rend ses services? Et là, j'ai à dire que la totalité des dirigeants des GAFAM sont des fascistes et ont mis en place des systèmes fascistes, validés par à peu près tout le monde sur Terre. Les GAFAM aux États-Unis et leur équivalent en Chine, en Russie et ailleurs. Et je fais le lien entre le développement exponentiel du pouvoir de ces gens-là avec le fait qu'à notre époque, actuellement, contemporainement, 70% des peuples de cette planète ne vivent plus en démocratie. C'était 50% il y a 10 ans. Donc on est en dégradation rapide. Et je fais un lien très direct avec l'explosion, non pas du numérique, mais de la façon dont le numérique a été capturé par quelques personnes qui en ont fait un outil de propagande et de diffusion du consumérisme via des addictions multiples et qui rendent le monde dépendant à leur technologie. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est le poids du numérique sur le changement et le réchauffement du climat. Avec les terres rares et leur extraction, avec la consommation d'énergie, le refroidissement des serveurs. Bref, ça a des conséquences en fait sur toutes les chaînes du vivant, ce qui est relativement logique puisque c'est devenu un phénomène quasiment mondial. Elle propose, nos enveloppes, plus sobrement, de transporter des données de façon sécurisée.
Vous ne pouvez pas pirater 1 million d'enveloppes. Vous pouvez pirater 1 million de messages via le numérique. J'ajoute un dernier point avant de préciser comment je peux être affirmatif sur l'enveloppe. J'ajoute un dernier point. 85%, c'est une étude que j'ai trouvée à l'ADEME, 85% des flux qui voyagent par Internet sont, comme le disent les Québécois, du pourriel. Ils appellent ça du spam. Hein? Pourriel. Très concrètement, c'est quoi le pourriel? C'est des attaques et de la pornographie. 85% de l'énergie d'Internet est pour transporter ça. Aujourd'hui, peut-être qu'un jour ça sera autrement. À la base, on nous avait dit, il y a 30 ans, que l'Internet, c'était pour nous donner accès à nous tous, à la bibliothèque d'Harvard, aux livres rares, à ceux à quoi on ne pourrait jamais accéder physiquement. Grâce à l'Internet, on allait... C'était un beau rêve. C'était un beau rêve. C'est devenu tellement mercantile, ça s'est tellement vendu au mercantilisme, que c'est devenu un torrent de boue. Un torrent de boue. Et je contribue à penser que c'est une affaire grave, parce que ça crée les conditions du dépaysement de l'esprit. On ne peut pas penser si on est attaqué par un torrent de boue. Et donc on ne peut pas penser, donc on ne peut pas travailler à résoudre le problème principal, qui est celui du redéploiement des conditions du vivant pour permettre sa survie sous toutes ses formes, humain et non humain. Eh bien moi je pense donc que, même si je suis qu'un fabricant d'enveloppes, j'ai, tant que je suis sur cette planète et qu'il me reste un souffle, une responsabilité directe, pas m'en remettre aux générations futures, pas non plus engueuler les générations passées. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je prends les faits et je change les choses. Sinon, je ne sers à rien. Donc l'enveloppe en question, elle provient d'une forêt, 3 forêts, 3 massifs forestiers en Europe, une en Finlande, une au Portugal, une en France, où à chaque fois qu'un arbre est coupé, 4 sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces. Mais les arbres ne sont pas coupés pour fabriquer du papier. Dans les massifs qu'on a choisis, parce que tout est une question de choix dans ce que je vais vous raconter, les forêts sont entretenues en coupe d'éclaircie et non pas en coupe à blanc. Et les arbres ne sont coupés que pour faire de la menuiserie ou de la charpenterie. Le respect de la coupe d'éclaircie, de l'entretien de la forêt, du fait que les massifs restent avec des arbres morts et que les arbres ne sont pas coupés pour fabriquer du papier, mais pour faire de la charpente ou de la menuiserie. Et ce qui est récupéré, en fait, c'est les copeaux de découpe, donc le coproduit va permettre en fait de fabriquer la pâte à papier puis le papier. J'y viens dans une seconde, mais je voudrais quand même insister sur la forêt parce que pour moi et mes collègues, c'est fondamental. Pour ne pas être des donneurs de leçons, qui se prennent pour qui, les petits fabricants d'enveloppes qu'on peut balayer en 3 jours. Hein. Nous, on n'existe pas, on est 75. Mes collègues et moi, on peut nous balayer en 3 jours, en 3 heures, en 3 minutes. La seule raison pour laquelle on continue d'exister, c'est parce qu'en fait, on propose une alternative à la destruction. On dit, en fait, on doit pouvoir faire de l'industrie en s'appuyant sur les ressources naturelles et sans les dévoyer. C'est une éthique. C'est en tout cas une exigence. Mais le truc, c'est que nous, ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc c'est possible, y compris dans un marché compétitif où les marchés publics ne viennent chercher chez vous que des questions de fric, où il faut être toujours moins cher. Moi, je dis à ça, moins cher sur quel plan, s'il vous plaît? Je leur pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par moins cher? Alors, les gens me prennent pour un benet. Ils disent, moins cher. On voit ce que ça veut dire, moins cher. Hein, bon. Moins cher. Je dis, non, moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous me dites, il faudrait que je sois moins cher? Et je répète toujours, parce que je suis vraiment désolé, mais je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par moins cher? Parce que pour eux, c'est évident que ce qu'ils me disent, c'est que c'est moins cher. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, moins cher. Donc, je pose la question et ils ne me répondent pas. Donc, je finis par préciser ma question. Si j'utilise des matières premières non toxiques
et qui sont favorables à la préservation de la santé humaine au travail, alors mon produit est plus ou moins cher pour la santé humaine. Ah, alors là, ils me disent, oui, évidemment, si vous jouez avec les mots. Et puis après, je leur dis, et si, depuis 30 ans, on a directement contribué à la replantation de plus de 3 millions d'arbres dans les 3 massifs forestiers dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que le solde de notre opération est plus ou moins cher pour le milieu naturel? Et ensuite, on va regarder le prix financier, puisque c'est de ça dont on veut me parler. Et il se trouve qu'on a démontré dans cette petite usine de Pocheco, ici même, et on peut montrer les chiffres, qu'en fait, c'est aussi financièrement moins cher, alors qu'on pensait le contraire, et que donc on me dit, c'est très contre-intuitif ce que vous nous dites. Je dis non, c'est pas contre-intuitif. C'est juste que j'affirme des choses que j'ai vérifiées et qui ne vont pas dans le sens du dogme économique contemporain. C'est pas contre-intuitif, c'est contre vos certitudes. Et donc ce que je dis et ce que j'appelle les gens avec lesquels on travaille à faire comme nous, c'est de re-questionner ces soi-disant vérités définitives qu'on nous assène à longueur de temps comme étant des vérités définitives. Le fameux, c'était Reagan et Thatcher dans les années 1980 qui déclaraient à propos du capitalisme néolibéral, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Ah bon? Et si c'est vrai, c'est tragique. Parce que ce capitalisme-là est un capitalisme de prédation, de destruction. Et si nous, humains, on n'est pas capable de s'inventer une manière de produire qui soit non destructrice, ben c'est catastrophique parce qu'on est en train de couper la branche du vivant sur laquelle on est assis. J'essaie juste de dire, ok, donc face à une pensée toute prémâchée dans laquelle, allons-y, hein, toutes les écoles de commerce, et aujourd'hui encore, en France en tout cas, hein, excusez-moi, hein, et puis alors tous les chefs d'entreprise, hein, qui sont, pardon de le dire, encore principalement des hommes de plus de 50 ans. On peut nous montrer des exceptions, mais enfin la règle est quand même encore la même, hein, et qui ne veulent pas entendre parler hein, de ce que je vous raconte. Parce que ça va changer. Peut-être à un moment donné, il va falloir se poser la question de gratte, est-ce que j'ai toujours la possibilité de rouler en SUV hein? Donc la question que pose notre proposition est, ok, donc en fait, on démontre qu'il est possible de produire sans détruire, de produire sans laisser de traces toxiques, pour renouer avec le vivant. On le démontre factuellement, ça n'est pas financièrement plus cher. Comment on le démontre? Ça serait long, mais il faudrait regarder les chiffres, mais on le démontre. Dans 2 de mes 3 bouquins, le cahier central, il y a tous les chiffres, les plus récemment mis à jour. Donc on retrouve les éléments, tout, on peut tout voir, sur Pocheco, sur l'économie de cette petite usine. Mais parce que, en fait, on n'a pas gagné au loto. Donc en fait, on est obligé de rester dans la compétition, nous, économique évidemment. Et je peux faire tous les discours que je veux et travailler à fond sur les questions, n'est-ce pas, du rapport au milieu naturel, du rapport à la santé humaine et à sa préservation. Mais effectivement, je suis dans un monde qui ne m'a pas attendu, qui ne m'attendra pas. Et que si je ne propose pas un tarif qui soit dans la moyenne et que je sois financièrement plus cher en nous présentant nos enveloppes sur des marchés publics pour 100 millions d'enveloppes par an, ben on n'est pas retenu. Donc j'avais l'obligation, nous avions, mes collègues et moi, l'obligation. Depuis 30 ans, nous sommes absolument obligés de faire tout ce que je vous dis, mais en plus d'être dans les bons prix. Et c'est en fait une découverte qu'on a faite il y a des années. C'est qu'en utilisant des produits non toxiques, en développant une industrie non destructrice, en fait on réduit les coûts financiers. Dans le dogme contemporain, on a aussi imaginé que toute nouvelle formule était bonne à prendre. Moi je dis non. Notre enveloppe aujourd'hui, au passage, on en fabrique 1,2 milliard par an. Ça vaut la peine de se poser la question de savoir comment on le fait. Notre enveloppe aujourd'hui, elle pèse à elle toute seule 3,6 grammes de CO2. L'ADEME nous dit que son avatar virtuel, le courriel, pèse 9 grammes. Donc quasi 3 fois plus. Qu'est-ce que nous dit ensuite la Poste? La Poste nous dit, pour être lu, un courriel
doit être adressé en moyenne 8 fois. Mais la Poste nous précise, étude de la Poste, hein, tout ça est vérifiable, la Poste nous précise 8 courriers dans une enveloppe sur 10 sont ouverts et lus par leur destinataire. Donc tous les gens qui ont à une époque fait écrire sur nos enveloppes, ils nous ont fait imprimer, faites un geste pour l'environnement, choisissez vos factures par mail, ont été obligés d'arrêter d'écrire ça parce que c'était devenu hors la loi, parce que mensonger. Donc on nous inflige un certain nombre de vérités préconçues non vérifiées. Nous, on a vérifié. Avec le CNRS, hein, les chiffres que je vous donne sont issus d'une étude qu'a produite le CNRS, Françoise Berthoud, à Grenoble, avec une équipe de 8 chercheurs. Ça a duré 18 mois et ça fait 80 pages. Donc l'étude est disponible, elle existe et elle a été corroborée par d'autres études depuis, celle-là étant plus ancienne. Dans l'étude du CNRS, on a tout pris. C'est-à-dire qu'on a regardé toute sa production, toute sa transformation, et son transport jusqu'à la boîte aux lettres métallique du destinataire et jusqu'au classeur dans lequel le document va finir par être stocké. Mais aussi le kilomètre d'autoroute, le camion de la poste, l'essence pour mettre dans le moteur. Tout ça a été tenu en 18 mois d'études, je vous dis. En parallèle, cette équipe du CNRS a aussi produit la première étude du démontage d'un ordinateur portable intégralement pour peser toutes les pièces et toute l'énergie, le transport par voie aérienne et souterraine, du courriel. Tout a été tenu en compte. Ce qui n'a pas été tenu en compte dans cette étude, c'est ce qui se passe avant de fabriquer l'enveloppe, c'est-à-dire les 3 millions d'arbres qu'on a replantés. Si je tiens compte des 3 millions d'arbres qu'on a replantés, Pocheco est négative en CO2 de 56 000 tonnes par an. Alors c'est très important parce que, d'abord parce que ça nous déculpabilise, on peut dire aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, pour mes collègues et moi, ça veut dire qu'on n'a plus la culpabilité de la destruction du monde. On a le droit d'avoir du travail sans être dans la destruction du monde. Vous voyez le truc? Tout est à base de ressources naturelles. Mais il y a un deuxième effet à cela. C'est qu'on sait que c'est possible. Et que si c'est possible pour nous, ça doit l'être pour d'autres. Et que si les autres ne le font pas, c'est juste parce qu'ils n'ont pas essayé. Et donc j'en viens à dire que c'est une question de choix. Et c'est uniquement une question de choix. Détruire ou ne pas détruire, c'est un choix. Alors je ne dis pas que ce sont des choix faciles. Mais quand on me dit « oui, mais vous comprenez, l'économie est construite comme ça, it's economy, stupide, truc machin », qu'on me balance des vérités définitives en m'expliquant, parce que moi je fais des conférences, et je parle à qui? Je parle à des chefs d'entreprise. Régulièrement dans la salle, j'ai une question. Et les gens me disent « oui, mais moi, dans mon process, en fait, je ne peux rien changer parce que… » Et on passe un temps considérable à m'expliquer comment ça ne va pas être possible de changer ce qui ne marche pas. Et quand je reprends le micro, moi j'ai dit une fois à quelqu'un qui me disait ça, je lui ai dit, mais en fait, je comprends, vous me dites que vous ne pouvez rien changer. Je dis, le temps de la retraite est arrivé alors. Hein, parce que si un chef d'entreprise m'explique qu'il ne peut pas changer, à quoi il sert? À un moment donné, je veux dire, il faut assumer. Et je comprends qu'on en ait marre, qu'on n'ait pas envie de chercher, qu'on trouve que ce n'est pas une vraie raison d'y aller, qu'il n'y a pas de problème. Ok, d'accord, très bien. Hein, sauf que, pendant ce temps-là, à grande vitesse, le monde se réchauffe. Quand on m'explique qu'on va s'adapter à 4 degrés, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Je ris jaune. Parce que c'est pas vrai. Là, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de se démerder, de tout faire ce qui sera en notre capacité pour ralentir le réchauffement. Et pas commencer à faire des scénarios à 4 degrés. C'est simplement parce que ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, on a la démonstration ici que c'est possible, au point qu'on a créé un bureau d'études et qu'on accompagne des gens qui sont dans la sidérurgie, dans les cosmétiques, dans l'agroalimentaire, dans tous les secteurs. Au début, on me disait « ouais, vous, c'est facile, parce que vous êtes le patron de Pocheco, vous prenez vos propres décisions, et puis vous fabriquez que des enveloppes, donc c'est pas compliqué votre truc. »
viens voir, hein, ça nous a quand même pris 30 ans, donc on va voir si c'est simple. Je ne sais pas si c'est simple. On peut peut-être demander à mes collègues, est-ce que c'était facile le changement? Question à laquelle ils répondent plutôt oui. Et d'ailleurs pour une raison assez marrante. C'est qu'en fait, le seul changement qui fonctionne, c'est quand ça vous apporte quelque chose qui vous simplifie la vie après. Et que le changement qui ne marche pas, c'est quand vous compliquez la vie pour rien. Donc mes collègues, en fait, c'est des pragmatiques. Et quand je suis allé les voir en leur disant bah, « on change quoi là? Moi, je veux plus que vous vous empoisonniez au travail avec ces solvants dans vos encres. On fait comment? On va changer. On va trouver des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds. Et on va Alors, c'est un changement, ça va demander du travail. Oui, mais on portera plus de masque, on portera plus de gants. Il n'y aura plus de risque que les formules, quand on en a sur la peau, aillent jusqu'à nos cellules. Et donc, en fait, en une année, en 1999, de 98 à 99, on a changé toutes les encres. Au début, c'était compliqué. La formule, elle était difficile à manœuvrer dans nos machines. Je ne dis pas que ça s'est fait en claquant dans les doigts, c'est du travail. Mais c'est possible et ça marche. Et ça marche encore après, 20 ans après. Et puis, on a changé l'école. Et puis ensuite, on s'entraîne et on se dit, tiens, ça marche de mieux en mieux. Alors, on a aussi rétabli que les fenêtres des enveloppes soient toujours en papier et non pas en plastique. Alors du coup, on va vers quoi? On va vers une usine qui est zéro plastique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on arrive à faire une usine zéro plastique, alors que le plastique est absolument partout, mais si on arrive à faire une usine zéro plastique, ça veut dire qu'à l'origine de la transformation d'un produit, il n'y a plus de plastique. Il n'y en aura pas non plus dans sa transformation, donc il n'y en aura pas en déchets. Alors, vous comprenez, c'est de la logique, mais c'est d'abord et avant tout une question de choix. Si je dois résumer ma réponse à votre question, et une réponse qui vient de durer 1h30, les choses sont simples. 1, il faut arrêter de s'appuyer sur des opinions et commencer à s'appuyer sur des informations scientifiques. Rapport du GIEC, rapport de l'IPBES, rapport de l'UICN. Sur cette base-là, on réunit son équipe et on construit une feuille de route qui soit respectueuse des ressources, respectueuse aussi de la biodiversité, de l'environnement et du système. Non destructeur, non destructrice. Deuxièmement, on produit des choix en fonction de l'information scientifique dont on dispose. On produit des choix et on les assume avec persévérance pour essayer de développer plutôt la robustesse que la performance. Je reboucle là-dessus pour terminer ce que j'ai commencé. J'invite vos auditeurs à lire Olivier Amand, le tract qu'il a produit chez Gallimard, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Bon, Olivier Amand, directeur de l'Institut Michel Serres, chercheur à l'École normale supérieure de Lyon. C'est un énorme succès. C'est surtout un texte extraordinairement bien écrit et qui résume cette idée de la robustesse. Parce qu'en fait, la base de la pensée d'Olivier, c'est que ce qu'il a pu observer comme biologiste dans la nature, c'est que les systèmes sont robustes avant d'être performants. Et il dit, bien sûr, il y a des moments de performance, y compris dans le milieu naturel, mais il dit principalement les systèmes sont robustes au lieu d'être performants. Et il dit, il y a un domaine dans lequel on privilégie toujours la performance sur la robustesse, et je vous le donne dans le mille, c'est l'activité humaine. On a tout à l'envers. C'est pas compliqué. Tout est construit à l'envers. Point. Donc c'est pas compliqué, il faut tout retourner. Repoint. Et youpi. Voilà. Financer tout ça, oui, l'argent est un moyen d'entreprendre, mais pas une fin en soi. Hein, on a compris. Et donc, on le remet à sa place. Mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne distribue jamais de dividendes. Si vous n'avez pas besoin de croître, de devenir numéro 1 je sais pas moi, français,
puis ensuite numéro 1 européen, et puis après sur un deuxième continent, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis après on va où? Il y a Claude Tarret là qui va s'imaginer d'aller sur Mars, mais moi j'ai pas du tout ça en tête, vous voyez. Donc en fait le financement c'est l'autofinancement, principalement oui, mais j'ai rien inventé, hein. C'est du capitalisme à la papa, hein. C'est comme ça que ça se faisait avant de devenir complètement tordu. Hein, le capitalisme qui déborde, qui devient ultralibéral, néolibéral, et maintenant libertarien, allons-y. Ah, accélérons, hein, le mur est plus près, ça fera plus mal. Non, c'est le réinvestissement systématique de l'argent gagné par l'activité dans l'entreprise, avec une limitation des salaires et pas de distribution de dividendes, bien sûr. Donc ça veut dire que la recherche et le développement s'auto-financent de cette manière-là. Mais tout le monde va s'y mettre, croyez-moi. Parce que ceux qui ne feront pas de recherche et développement, dans cette époque où il va falloir qu'on soit très agile collectivement pour s'adapter aux conditions qu'on a créées nous-mêmes, ceux qui n'autofinanceront pas leur développement vont mourir. Les entreprises s'arrêteront. Point à la ligne. Donc, de fait, on a cette conscience-là, nous, de l'extrême fragilité de notre entreprise, parce que nous sommes un marché en effondrement. Et par conséquent, ça fait 30 ans qu'on sait qu'on est sur le fil, toujours en train de... Bon, donc les salaires, c'est de 1 à 3. Le plus bas, c'est le SMIC. 3, c'est 3 fois le SMIC. Et c'est pas moi. Donc c'est la limite qu'on s'est donnée. Donc si un jour on est riche, ben, on augmentera peut-être, 3 va dire je veux être augmenté. Oui d'accord, très bien, mais ça augmentera automatiquement aussi 1. Et deuxièmement, réinvestir dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en effet, privilégier la robustesse à la performance ou à la croissance, c'est par exemple réinvestir l'argent dans l'entreprise. Mais tout ce qu'on gagne est réinvesti, est mis en réserve. Il n'y a pas un centime qui parte en distribution de dividendes depuis 1976. Donc, on a pu vivre un incendie géant en 2011 et survivre en autofinançant le redéploiement, par exemple. Mais aussi produire des choix qui, vous avez parfaitement détecté les choses. Au début, quand vous cherchez, que vous créez la nouvelle formule ou que vous travaillez avec un prestataire qui vous propose une nouvelle formule, au tout début, ça vous coûte plus d'argent. D'ailleurs, la formule était au litre sur les encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, remplaçant les encres toxiques. Elle était au litre, elle était 37% plus chère que l'ancienne formule toxique. Mais comme cette nouvelle formule, elle n'est pas toxique, qu'est-ce qu'on a fait en fin de production dans tous nos essais? On a récupéré les résidus dont on n'avait plus besoin, on les a remélangés, on les a réutilisés. À la fin de l'année, le budget encre avait diminué de 25%. Au litre, elle était 37% plus chère, mais on en utilisait tellement moins parce qu'on la réutilisait tellement mieux. C'est le fait qu'il faut se donner du temps pour chercher et investir de façon à trouver des solutions qui répondent à la contrainte. Autre exemple, quand on a décidé à un moment donné de rénover la toiture de l'usine qui est très vieille, hein, et il pleuvait partout. Hein. Elle était très abîmée. On décide de la rénover, mais on se dit mais c'est pas possible, on va pas avoir les sous et puis on peut pas investir dans le bâtiment parce que c'est inerte. Et une industrie, elle doit investir dans l'outil pour produire, pas dans sa toiture. Sauf si la toiture devient productive. Et donc en fait, au lieu de faire une toiture inerte qui nous aurait coûté, on avait fait les devis, 800 000 € à l'époque, on a fait une étude pour dire si elle devient productive, on va lui mettre des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. Ah oui, mais ça vous coûte 2 millions d'euros. Oui, mais ça rapporte 120 000 € d'énergie par an. Et la toiture est réputée durer 30 ans. Faites le calcul. Donc en effet, c'est un investissement. Mais toutes les entreprises parlent d'investir. Ça fait partie du jeu. Donc, ce n'est pas investir pour être en croissance éternelle. C'est investir pour pouvoir être autosuffisant en ressources. Et de la même manière, quand on plante une bambousette phytorémédiation, quand on met des toitures végétales faites de sédum, quand on récupère toute l'eau de pluie
toute l'eau de pluie, sauf celle qui était évapotranspirée, évidemment, 70% en été, 30% en hiver, dans des cuves, et que du coup, comme on a maintenant des encres à base d'eau de pigments naturels et sans métaux lourds, on utilise du savon de Marseille pour nettoyer nos outils, et on débourbe tout ça dans la bambousette phytorémédiation, et qu'on est devenu autosuffisant en ressources hydriques industrielles. C'est pas pour les économies qu'on a faites en achat d'eau, on achète de l'eau pour le lavage des mains, les douches et la boisson. Mais le budget eau de cette usine n'était pas gigantesque, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait parce qu'à 2 heures de vol d'ici, vous avez des gens, déjà il y a 30 ans, qui ont soif. On meurt de faim en 3 semaines, nous les humains, on meurt de soif en 3 jours. Et nous on était là, on utilisait de l'eau. Pas de problème, il y en a. Allez, on y va. Bon. De la même façon, je vous donne un dernier exemple. Dans une usine, on vous demande aujourd'hui, quand vous avez eu un incendie, vous reconstruisez votre usine. Et au moment de la reconstruction, on vous dit, attention, si ça recommence, il ne faut pas que ça recommence de la même façon. Donc vous êtes obligé d'installer une cuve dans laquelle vous allez stocker 370 mètres cubes d'eau. Il est légalement obligatoire de vider intégralement l'eau de votre cuve tous les 2 ans pour vérifier l'intégrité des parois intérieures. Donc, je vous fais le film à l'envers. Vous construisez une cuve de 370 mètres cubes. Il y a 15 000 cuves de 370 mètres cubes en France. Il reste 237 000 sites industriels en France aujourd'hui, qui animent 4,3 millions de salariés. Ces 15 000 cuves jettent l'équivalent de la consommation d'eau d'une ville de 300 000 habitants tous les ans dans le caniveau pour vérifier l'intégrité des parois de la cuve de réserve d'eau en cas d'incendie. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non. J'ai dit moi je ne ferai pas ça. Oui mais on vous oblige d'avoir une cuve. J'ai dit oui j'ai bien compris. Mais je ne la viderai pas. Ah ben si c'est légal, c'est obligatoire. Je dis non. Je vous propose une alternative. Je vous propose une alternative. Laquelle? Je vous propose qu'on ouvre une trappe en haut de la cuve et de faire venir des plongeurs. Ils viennent, ils ont leur bouteille, ils plongent, ils vérifient l'intégrité de la paroi, je ne jette pas une goutte d'eau. Je ne jette pas une goutte d'eau. La cuve a été construite en 2014 et c'est toujours de l'eau de 2014 qui est dedans. J'ai parlé de ça à un ministre qui était en visite chez Pocheco, qui s'est tourné vers le directeur de l'Adréal, et qui est l'organisme de contrôle le plus important en France pour les usines. Et il lui a dit, monsieur le directeur, vous avez entendu monsieur Druon, je vous demande de passer un décret pour qu'il soit autorisé, tout le monde soit autorisé à faire une cuve avec une trappe. Eh bien, c'était en 2018 et j'attends toujours le décret. Ces gestes-là, multipliés par le nombre d'entreprises industrielles en France, sont de nature, le fait de végétaliser les toitures, de faire des bambousettes phytorémédiation, en gros, d'appliquer ce qui a été appliqué chez Pocheco un peu partout, je prétends que c'est tout à fait de nature à changer le rapport du pays avec son milieu naturel, la santé humaine. Ça ne résoudra pas les problèmes en 3 jours, mais ça permet de contribuer très largement à la fois la prise de conscience, mais surtout la transformation de la prise de conscience en acte. Ce dont on souffre le plus peut-être aujourd'hui, c'est qu'on commence à avoir pas mal d'infos, mais qu'on ne sait pas par quoi commencer. Nous, c'est ça qu'on essaye de produire, c'est de dire aux gens, voilà par quoi vous pouvez commencer, et de les aider à aller dans cette direction. Alors d'abord, je n'ai pas de réponse à tout, et ensuite, j'ai des concurrents, point. Je ne suis pas sûr d'avoir un besoin fou de la compétition éternelle et permanente. Mais je suis à peu près certain que le fait de ne pas avoir besoin d'être le maître du monde m'épargne beaucoup d'efforts d'aller me battre pour rien contre des concurrents qui, après tout, ont bien le droit, eux aussi, de vivre. Donc, qu'on soit nombreux à fabriquer des enveloppes, ça serait plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'on arrête nos conneries avec le numérique et qu'on se remet enfin à comprendre qu'il y a aussi une proposition sérieuse dans le fait qu'à chaque fois que vous utilisez une de mes enveloppes, vous contribuez directement au développement d'une forêt saine
qui a, je crois, quelques conséquences sur les conditions nécessaires aux vivants connus actuellement. Donc si vous arrivez, si vous me dites demain que j'ai des concurrents, mais qu'on se bat tous pour contribuer plus fortement à ce qu'il y ait plus de massifs forestiers qui s'étendent plus vite en surface plus grande partout sur la planète, contribuant à capter plus de CO2, blablabla. Je dis bravo, super. De toute façon, je sais bien qu'on est mortel. Pocheco, aussi engagé que nous soyons, peut s'arrêter. Et ce qu'il faut espérer, c'est que ça ne s'arrêtera pas pour des mauvaises raisons. Vous savez, moi, j'ai rien fait. Moi, je sais rien faire. Faut être clair là-dessus. Sinon, je ne serais pas le patron. Hein. Mes collègues, ils ont ce savoir-faire. Il faut juste les autoriser, au sens premier du terme, qu'on redevienne les auteurs de nos actes. S'autoriser à être les auteurs de nos actes. Mes collègues sont des gens comme vous et moi. Ils n'ont aucune envie. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant « Putain, ce matin, je me fais une espèce naturelle et je la dézingue. » À part peut-être Donald Trump, il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Je vais massacrer les conditions du vivant, n'est-ce pas ?» Donc mes collègues, ils sont comme vous et moi. Si vous leur libérez la capacité de création, d'invention, et vous les accompagnez dans les changements qu'ils vous proposent, parce que ce sont des changements qui vont vers une amélioration des conditions de travail, c'est exactement ce qui est arrivé ici, ils vous poussent. Et donc on n'est jamais seul. Seul, probablement je me serais à un moment donné découragé, d'avoir des idées sans jamais pouvoir les mettre en œuvre. J'ai besoin de sentir que j'ai servi et que j'ai été utile. Voyez ? Donc mes collègues, ils sont utiles et ils changent utilement. On a essayé quelquefois des choses qui n'étaient pas utiles, on les a abandonnées. Mais le changement n'est pas lourd à porter, pour finir de répondre aussi à votre question, n'est pas lourd à porter puisqu'il nous apporte des améliorations dans notre geste de travail, dans notre quotidien. Et c'est satisfaisant et ça nous entraîne parce que ça nous encourage. Quand on a réussi sur les encres, on s'est dit maintenant on va se faire l'école. Quand on a réussi sur l'école, on s'est dit maintenant on va se faire les fenêtres. Puis quand on s'est fait les fenêtres, on s'est dit tiens on va changer l'énergie du site. Et c'est en fait une espèce... Et alors comment on résiste au temps qui passe, à l'usure, à la fatigue? Et quelquefois, c'est vrai, au contre-courant, d'être tout le temps à contre-courant. Il y a des fois, c'est sûr. Moi, c'est le soir que j'ai des moments de découragement. Bon, on résiste parce qu'en fait, le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, on retrouve toutes ces ressources et on repart au combat parce qu'on a atteint des résultats, parce qu'on a obtenu des premiers résultats. Si on me dit « fais-le puisque tout le monde le fait », ça me fait peur. Alors moi, je suis né 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et j'ai des images en tête très traumatisantes de qu'est-ce que deviennent les humains quand ils font tous le même geste. Qu'est-ce que ça devient le monde quand on est tous en train de procéder de la même manière. Et d'ailleurs, je suis, je vous le dis, terrorisé par le fait que tout le monde est obligé d'être sur X ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. Et que si tu fais pas ça, oh non, t'es pas marrant. Et tu regardes après dans la cour de l'école, mon enfant, il n'a pas les mêmes chaussures que machin. Ça va pas aller, hein. Il faudrait que tout... Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'estime au contraire que tout l'intérêt, c'est dans la diversité. Hein, des cultures, des provenances, des rencontres, du débat. C'est tout ça que ça crée. Donc pour répondre à votre question, 1, j'ai de la chance parce que je ne suis pas seul. 2, tant mieux parce que je ne sais rien faire, sauf valoriser le talent des autres et éventuellement coordonner leur savoir-faire. Ça peut-être. Et ensuite raconter.
Oui, raconter, raconter, raconter. Ce qui me tient, c'est qu'à force de raconter, j'ai fini par faire venir à nous, ici chez Pocheco, des gens qui me disaient, en entrant, oh, ça fait 30 ans que je vous cherche. Olivier a dit ça, Olivier Amand, la première fois qu'il est venu, il a dit ça. Corinne Lepage a dit ça. Finalement, le monde sensible, qui est le nôtre, le monde vivant est un monde sensible. Au nom de quoi a-t-il fallu abandonner cette sensibilité aux instincts les plus prédateurs et les plus bas? Notre société est violente et le système économique actuel, mondial, est ultra violent. Il faut le dire. Et une fois qu'on l'a dit, il faut agir. Et c'est ça la proposition. Mais je demande plus d'informations scientifiques, plus de connaissances, et qu'on arrête de faire pression sur les questions uniquement financières. Cette espèce de résumé du monde qui passe par des systèmes chiffrés qui n'ont pas de sens. Je veux qu'on revienne au sensible. Et pour ça, il faut qu'on puisse revenir à l'observation de ce qui nous entoure, le vivant, le monde vivant tel qu'il est. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui doit nous inspirer, c'est ce qui nous grandit. L'espoir que je forme ou que je formule est construit sur des faits. Ce n'est pas une rêverie vague, ce sont 30 ans de faits, c'est du travail, ce sont des gestes précis, produits par plein de gens, mais tous venant de là où ils viennent, très différents les uns des autres, de cultures très différentes, parfois de pays très différents. Tous se sont mis au travail ensemble, s'entendent bien, se sentent bien ensemble et font ce travail sans discontinuer, en même temps qu'ils gagnent leur vie. Alors, il n'y a pas de raison de s'appuyer sur « on n'y arrivera pas ». C'est pas vrai, c'est de la flemme, c'est de la paresse intellectuelle de dire « on n'y arrivera pas ». On va y arriver, on est en train d'y arriver. Il y a beaucoup plus de gens qui y arrivent qu'on ne le pense. Revenons à l'essentiel, au vivant, au sensible. Et ce monde changera. On va passer de ce qui était une sorte de Moyen-Âge violent, brutal, excluant, vers une renaissance qu'on est en train de construire. C'est celle-là qu'on est en train de construire.